Sur LCI, c'est l'heure de recevoir notre invité David Colomb, historien, professeur à Sciences Po. Bonjour monsieur, venez. On vous invite ce matin parce que vous pensez qu'il y a urgence, vous me l'avez dit d'ailleurs hier au téléphone, puisque nous sommes à 6 mois de l'élection, des élections européennes, et que vous pensez qu'il y a une guerre en cours, ici en France, dans un champ invisible qu'on ne voit même pas. On est tous des potentiels soldats. Quel est ce champ invisible qui se joue et est-ce qu'on est en train où est-ce qu'on en est dans ce combat ? Je voudrais dire pour commencer que je ne suis pas le seul à considérer qu'il y a une guerre de l'information. Non mais vous l'avez quand même écrit dans un livre que je vais rappeler d'ailleurs qui s'appelle « La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits » aux éditions Talendier. Effectivement, mais il y a très peu de jours, le 15 février, la diplomatie française a publié un communiqué indiquant, je cite, que la Russie menait une stratégie coordonnée de guerre de l'information pleinement assumée. On l'a vu notamment dans une série d'interventions publiques, notamment de Dmitri Medvedev, le 4 février, qui expliquait ouvertement avoir l'intention de soutenir ce qu'il appelle les oppositions anti-système en Europe. Je le cite, « Notre tâche consiste à soutenir ces hommes politiques et leurs partis en Occident de toutes les manières possibles en les aidant ouvertement et secrètement à obtenir des résultats décents lors des élections. » Donc la volonté d'interférence ne fait aucun doute, elle est pleinement assumée par le Kremlin et la réaction de notre diplomatie publique est très claire. Il s'agit de dénoncer cette volonté d'interférence dans notre débat public et dans notre processus électoral. Elle est très claire aujourd'hui, la France riposte, mais est-ce qu'elle n'a pas tardé ? Est-ce qu'elle n'a pas été aveuglée pendant un long moment ? Vous savez, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est vrai. Et en l'occurrence, nous pouvons nous réjouir des initiatives qui ont été prises pour renforcer la capacité de notre pays à faire face à cette guerre informationnelle que le Kremlin nous mène depuis des décennies. Et justement, vous figurez ce matin dans un grand dossier du Point où on apprend, grâce au livre de Vincent Jobert, que des journalistes, des hauts fonctionnaires, mais aussi des politiques étaient à la solde de Moscou. Parmi les nouveaux noms, on cite Paul-Marie Lagorce, alias Argus, le futur chef du service diplomatique de Radio France, qui a remis consciencieusement, en bon espion, des dossiers au GRU. Est-ce que vous avez été surpris par ces révélations ? Non, absolument pas. Un autre livre sort aujourd'hui qui traite de ces relations extraordinairement ambivalentes que la France entretient avec la Russie depuis plus d'un siècle. Le livre d'Elsa Vidal, nous savons en effet que la Russie cherche à influencer le débat public en France depuis au moins la fin du 19e siècle, qu'il s'agisse de la Russie tsariste, de la Russie soviétique, aujourd'hui de la Russie post-soviétique, avec toujours les mêmes moyens, à savoir instrumentaliser le débat public à travers des agents d'influence, des interventions dans les médias, le fait de placer parfois des gens favorables au Kremlin sur des plateaux de chaînes de télévision, le fait d'interférer dans le processus de fabrication de l'information par des dépêches, tout ce qu'il y a de plus officiel. Autrement dit, il y a d'une part une action ouverte et transparente et d'autre part une action secrète qui est le fait des services de renseignement. Enfin là, on est quand même passé à échelle industrielle. C'est-à-dire que maintenant, il y a des fermes, des usines à trolls. Enfin, c'est-à-dire que on ne parle plus de petits agents d'influence qui seraient dans un journal ou dans une assemblée. Là, c'est industriel comme guerre. Nos sociétés sont devenues beaucoup plus perméables à ces opérations depuis l'avènement du numérique, des réseaux sociaux, des smartphones. Et ce que l'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est une intensification des opérations russes qui ont été, pour certaines, dénoncées récemment par Viginum, notre service de vigilance et de protection contre ces interférences numériques. Et ces opérations se multiplient dans un contexte qui est celui de ces possibilités offertes par les outils d'intelligence artificielle. La dernière campagne russe dénoncée par la France, intitulée Portal Combat, consistait précisément en un outil d'automatisation de contenu pro-russe diffusé sur les réseaux sociaux pour potentiellement inonder notre espace informationnel de contenu favorable au Kremlin. Mais justement, on l'a décelé. Enfin, c'est Vigilum qui a fait tout un rapport précis. Ça veut dire qu'on a quoi, une 60aine de personnes qui sont quand même capables. Est-ce que 1, c'est suffisant mais est-ce que 2, c'est efficace ? La
la France a fait la démonstration depuis quelques années de sa volonté de rattraper son retard en matière de guerre informationnelle et de protection des esprits de nos citoyens. Viginum fait un travail remarquable, non seulement de détection, mais de dénonciation de ces opérations avec le Quai d'Orsay, avec le ministère des Armées. Et il est certain aujourd'hui que nous sommes mieux armés que par le passé pour faire face à ces opérations de déstabilisation. Il est tout aussi certain, en revanche, qu'il nous faut faire davantage, en investissant davantage de moyens auprès de ces services qui ont besoin de pouvoir suivre l'intensification de ces campagnes à l'ère de l'intelligence artificielle, en sensibilisant la population, en nous dotant peut-être d'une stratégie nationale en matière de lutte contre les ingérences étrangères et les manipulations de l'information, et puis enfin en mobilisant l'ensemble de la société. Oui, donc il va falloir qu'on se muscle. Vous parlez de la multiplication d'agents, on peut les appeler comme ça, un féodé à Moscou. Qu'est-ce qu'il faut y voir, l'idéologie ou alors l'argent, tout simplement, avec des systèmes de pots de vin gigantesques? Vous savez, il est très difficile de déterminer pourquoi quelqu'un choisit d'adopter le point de vue du Kremlin. Et il y a des gens qui le font de bonne foi, c'est leur droit. Il y a en France liberté d'opinion, une liberté d'expression, et il ne s'agit pas d'interdire aux gens qui soutiennent le Kremlin de le faire ouvertement. En revanche... Non, mais quand ils sont actifs dans la propagande, c'est ça que je veux dire. Quand ils sont actifs dans la propagande, il est en revanche de notre droit de connaître la nature de leur engagement pour le Kremlin. Il nous manque en France une loi de transparence sur les opérations d'influence menées pour le compte d'agents étrangers, qui nous permettrait précisément de savoir quand quelqu'un exprime une opinion favorable à Vladimir Poutine, s'il le fait sur la base de sa conviction personnelle ou s'il le fait peut-être pour des intérêts privés. Julien. Oui, vous parliez justement de ces ingérences, de ce que la France et dont la France était victime. Tiens, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, vous en parliez également, a tiré la sonnette d'alarme sur les cyberattaques russes que pouvait subir la France. Des industries d'armement, des bâtiments publics. Écoutez, il était ce matin sur RTL. Concrètement, quand on est victime d'une cyberattaque russe, ça veut dire quoi? Ça se passe comment, le ministre? Il y a de cela maintenant quelques mois, une entreprise de défense importante française, je vais taire son nom, mais qui a réussi à repousser cette attaque cyber, mais a vu une agressivité russe particulière pour tenter de saboter un certain nombre d'éléments de production de munitions en espèces ou de matériel ou d'équipements militaires avec une attaque cyber frontale. Et ça, on va le voir de plus en plus sur des infrastructures civiles, sur des mairies, sur des hôpitaux. Alors, on va le voir de plus en plus, dit le ministre. Est-ce que l'opinion, les Français en sont conscients, j'allais dire, parce qu'on peut se dire, tiens, c'est 1, 2, 3 attaques ici ou là. Est-ce qu'ils en sont conscients? Et c'est un vrai danger. C'est un vrai danger car la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine se double d'une guerre informationnelle et d'une cyberguerre, laquelle voit ses potentialités démultipliées par l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui permet par exemple de détecter automatiquement des failles de sécurité dans nos systèmes informationnels. Mais la principale faille de sécurité, ça reste l'esprit humain, dont les fragilités, les biais heuristiques, les biais cognitifs sont désormais à la portée des propagandistes qui les exploitent à travers des opérations de ciblage publicitaire sur les réseaux sociaux. Pour lutter, est-ce qu'il ne faut pas justement une conscience que nous tous, ici, on en soit conscients pour mieux lutter contre peut-être ces cyberattaques, cette désinformation? Absolument. Il nous faut prendre conscience que nous sommes toutes et tous potentiellement victimes ou acteurs à notre insu de cette guerre de l'information dès lors que nous relayons un contenu que nous n'avons pas pris la peine de vérifier. Il faut que nous ayons conscience également que ces acteurs étatiques recourent à des techniques de manipulation qui sont particulièrement efficace et simple, le trolling, par exemple, dont je serais probablement victime en sortant de ce plateau. Et vous avez, par conséquent, une nécessité collective qui est de prendre conscience de ces techniques, de nous familiariser avec elles pour être en mesure de nous défendre une fois que nous serons exposés à des contenus mensongers ou des informateurs. Magali. On est dans une année particulièrement critique avec les élections, notamment européennes, qui arrivent. Est-ce que tous les pays européens sont déstabilisés de la même manière par la Russie, ou est-ce que vous diriez que la France est particulièrement ciblée ?
Je dirais que tous les pays européens sont concernés. Hier, le principal think tank britannique, avant-hier, a publié un rapport extrêmement alarmant sur la reconfiguration du renseignement militaire russe qui se réorganise pour mener des opérations de subversion dans les pays européens. On assiste à l'heure où je vous parle à des opérations de subversion du renseignement militaire russe dans certains pays, comme la Pologne, les pays baltes. Ces opérations de subversion sont appelées à se multiplier dans les prochains mois, avec en arrière-plan quelque chose de très important à avoir à l'esprit, qui est que ces opérations sont aujourd'hui beaucoup moins coûteuses qu'elles ne l'étaient du temps du KGB. Elles requièrent beaucoup moins de personnel, elles requièrent beaucoup moins de moyens, et on a vu notamment récemment avec l'opération des Étoiles Bleues de David, et puis Doppelganger, comment le Kremlin, pour quelques centaines d'euros, pouvait pirater pendant 48 heures le débat public français. Ils pirater nos cerveaux, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment, ils instrumentalisent nos cerveaux. Ils instrumentalisent le débat public, l'agenda des médias et nos esprits en focalisant ceci sur un certain nombre de sujets qu'ils amplifient de façon opportuniste. Ils n'ont pas inventé, par exemple, la polémique sur les punaises de lit, mais lorsque la polémique a émergé sur les réseaux sociaux, aussitôt vous avez des trolls et des bots du Kremlin qui l'ont amplifié. Alors c'est intéressant parce que vous listez partout dans votre livre où on peut voir la main de la Russie, notamment le Brexit, la victoire de Donald Trump, la puissance du mouvement anti-vax pendant le Covid et aussi les gilets jaunes. Alors tout ça, c'est le Kremlin. En ce moment, en France, il y a une crise agricole, crise aussi liée aux céréales. Est-ce que vous pensez que là aussi, ils peuvent s'infiltrer dans ces failles? Alors, je ne dirais pas que j'y vois la main du Kremlin. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de considérer que le Kremlin a créé ces mouvements sociaux. Il a soufflé sur les braises. Mais à chaque fois que des braises se présentent, le Kremlin souffle dessus. Et il le fait désormais sur à peu près tous les sujets de notre débat public. Des sujets qui n'étaient pas considérés comme des sujets stratégiques pour le Kremlin le sont devenus. Il applique ce que les militaires appellent l'art opératif. C'est-à-dire que le Kremlin fixe une ligne stratégique et puis les acteurs de la guerre de l'information à l'échelle opérationnels, tactiques, mènent des combats qui, chacun, peuvent servir les intérêts stratégiques du Kremlin. Mais comment faire aujourd'hui? Puisqu'aujourd'hui, tous les jeunes de France, ou pas tous, mais en tout cas 15 millions, sont sur le réseau social chinois qui s'appelle TikTok, qui est massivement investi par les trolls russes. Il y a une journaliste qui a posé la question d'ailleurs à des jeunes qui s'est rendue dans des quartiers à Aubervilliers, où les jeunes ne savent même pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, effectivement, c'était dans l'enquête du Point la semaine dernière, et en l'occurrence, TikTok représente une menace tout à fait singulière. C'est la première fois qu'un réseau social mondial est de fait placé sous l'autorité d'un parti communiste, en l'occurrence le parti communiste chinois, et d'un État, d'un régime État qui cherche à subvertir les esprits de notre jeunesse. La Commission européenne a ouvert une enquête officielle il y a quelques jours sur d'éventuelles violations de TikTok quant à ses obligations envers les jeunes. Je pense qu'il faut que nous nous préoccupions de l'impact des réseaux sociaux en général et de TikTok en particulier sur la jeunesse. Je pense qu'il faut regarder de très près quels sont les impacts psychologiques, en particulier de TikTok sur la jeunesse. Il y a un certain nombre d'études qui tentent à montrer que TikTok produit des effets absolument toxiques et délétères sur la psychologie de nos enfants. Si cela est confirmé, il faudra, je pense, en tirer les conséquences. Est-ce que nous donnons de la drogue à nos enfants? Est-ce que nous autorisons la consommation d'alcool avant 18 ans? Est-ce que nous autorisons la consommation de cigarettes? C'est une question qu'il faut se poser aussi pour ces outils particulièrement addictifs et particulièrement toxiques, non seulement pour les jeunes gens qui les utilisent, mais à travers eux pour la société tout entière. Mais justement, aujourd'hui, quand on dit désinformation, le premier mot qui nous vient quand même à l'esprit aujourd'hui, c'est Russie. Et justement, est-ce qu'on n'a pas en miroir peut-être un manque de vigilance sur d'autres acteurs qui auraient intérêt à faire de la désinformation tout autant que la Russie? Et il y a un autre acteur majeur à l'échelle globale qui est le régime chinois, qui opère actuellement une forme de reconfiguration de l'espace informationnel mondial au profit de son récit et au profit aussi de l'affaiblissement des régimes démocratiques que le régime chinois perçoit comme une menace existentielle. Cela étant dit, s'agissant de l'Europe, la Chine ne semble pas mener des opérations d'une telle ampleur que celle menée par la Russie. Il faut bien comprendre que la Russie est impliquée très fortement dans un conflit armé en Ukraine qui nous concerne dans la mesure où nous soutenons les Ukrainiens et où la Russie s'efforce d'affaiblir notre soutien
soutien à l'Ukraine. Le régime chinois, selon les informations actuellement disponibles, semble privilégier une interférence dans le processus électoral aux États-Unis. L'élection de Donald Trump semble être une priorité pour le régime chinois aujourd'hui.